qui revient souvent à la table des discussions quand nous parlons des enfants et de la jeunesse actuelle. Donc c'est un thème justement très actuel qui mérite qu'on s'y attarde, en amenant bien sûr un éclairage tant théorique que pratique. Alors on va se demander dans un premier temps, qu'est-ce qu'un enfant voit? Alors c'est un enfant qui décide de tout avec en lui un sentiment de toute puissance. Cette notion de toute puissance ne sonne pas toujours de manière positive dans nos représentations. Cela renvoie à des notions comme enfant mal élevé ou encore d'adultes qui usent de leur position sociale et qui écrasent les autres. Chez l'enfant de moins de 5 ans, il ne s'agit que d'une phase d'éveil et de prise de connaissance des limites physiques et comportementales liées au monde qui l'entoure. Donc, elle devient préoccupante que si elle dure dans le temps. Ce stade correspond à celui du développement de l'identité, de l'affirmation de soi chez l'enfant. Cela n'a rien de négatif en soi. Au contraire, cela est nécessaire dans l'évolution de l'enfant. Alors, nous savons tous comment cela se manifeste quand l'enfant de 3 ans vous dit que c'est ce vêtement qu'il veut mettre ou encore il faut lui acheter tel jouet comme nous le voyons dans les hypermarchés et qui donne lieu à des scènes très tendues mais aussi des commentaires acerbes des adultes présents au moment de la scène. En tout cas, ce qu'il faut savoir, ce sentiment de toute puissance se traduit de 2 manières. D'une part, soit que votre enfant changera d'attitude face à vous, face à ses parents qui exercent leurs fonctions, et plus généralement face au monde extérieur. Ou alors, fondamentalement, du rapport avec lui-même qui génère chez lui un sentiment de toute puissance et que le seul fait de désirer quelque chose, eh bien, il doit l'avoir, peu importe les répercussions de ses actes. Cela montre à quel point il est aveuglé par ce qui le pousse à agir. Mais en même temps, chers parents, sachez que ce qui se manifeste là n'est pas une maladie, encore moins une tare. C'est un signal d'alerte qui vous prévient que votre enfant se construit un moi, on dirait en psychanalyse, ou encore une identité qui le pousse à explorer et à mettre à l'épreuve ses parents de même que ses proches. Maintenant, il s'agit de savoir comment gérer cela. Car moins il recevra des réponses adaptées, plus loin il ira dans la confrontation avec l'adulte. Sachez aussi qu'il n'y a rien de plus angoissant pour l'enfant lui-même. Face à cela, il y a 2 réponses à bannir. La première, on laisse faire. On se plie au diktat de l'enfant, alors on fait le lit de l'enfant roi. La deuxième réponse consiste
à s'imposer par la force, usant de violence tant verbale que physique, selon l'expression consacrée, pour le faire rester tranquille et rentrer dans les rangs. Or, en réalité, il s'agit tout simplement de se rendre compte que l'enfant qui se construit une identité et qui se sépare du petit enfant qu'il était a besoin qu'on lui propose un cadre sécurisant dans lequel il va pouvoir évoluer. Alors, c'est quoi un cadre, justement? C'est l'ensemble des règles et des limites clairement énoncées qui va asseoir notre autorité. J'insiste, c'est l'ensemble des règles et des limites clairement énoncées qui va asseoir notre autorité. Il est évident qu'un enfant qui grandit sans règles aura beaucoup de difficultés, déjà avec lui-même, mais aussi dans ses relations avec les autres. Ses relations sociales risquent de devenir problématiques, car pour exister, il va user d'agressivité et de violence pour tenter de s'imposer. Nos enfants, pour se développer harmonieusement, ont besoin du temps pour être sécurisés. Cela est vrai dans l'enfance, mais aussi à l'adolescence. Et cela nous renvoie à la notion d'attachement et du lien qui unit nos enfants à nous et réciproquement, c'est-à-dire nous à nos enfants. Donc un cadre, c'est un ensemble de règles qui régissent la famille et qui donnent une place à chacun de ses membres. Bien sûr, un enfant n'intègre pas une règle du premier coup. Chaque apprentissage demande du temps, de la répétition et surtout de la patience. Et puis le cadre fait référence non seulement à des règles de la vie au quotidien, mais s'appuie sur des limites. Or, une limite est un interdit, une ligne à ne pas dépasser. Il y en a un que je veux évoquer avec vous. Il s'agit de l'interdit de l'inceste. Car il n'y a rien de plus destructeur, de plus déstructurant psychiquement pour un enfant, pour des enfants qui ont à vivre cela. Dans l'histoire, toutes les sociétés qui n'ont pas pu gérer cet interdit de l'inceste ont disparu du globe. Les limites changent naturellement avec l'âge. Car ce qui est nécessaire pour un enfant de 3 ans évoluera pour un enfant de 8 ans. Alors, y a-t-il un âge pour poser des limites? Dès le berceau, elle s'applique à l'enfant, non pas comme un exercice de dressage pour animaux, mais il est bon de prévoir à l'installer par exemple dans sa chambre après bien sûr une période de transition. Or, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup d'enfants dorment dans le lit des parents, entre des fois les parents. Voilà. Mais revoir notre copie quand il s'agit de l'installer dans notre lit sans pouvoir s'en séparer. Bien sûr, tout cela dans la tendresse et la verbalisation, c'est-à-dire tout ce qu'on fait avec le bébé. Il faut le lui dire, il faut l'annoncer. Ça lui apprendra plus tard à nommer les choses.
jusqu'aux émotions avec lesquelles il sera aux prises et qui vont le traverser. Tout cela n'est qu'un apprentissage à la vie sur terre, après la vie intra-utérine, où là, il n'avait rien à faire, car tout lui était apporté par le placenta. Maintenant, c'est un long, voire très long apprentissage. Nos enfants, nous les accompagnons jusqu'à leur entrée dans la vie d'adulte. Cela peut durer 25 ans. Alors, comment poser les limites? Dans un premier temps, il est nécessaire d'être convaincu de la nécessité de poser un cadre, mais aussi des limites. Il faut être convaincu de cela. Sur ces questions, nous ne sommes pas toujours égaux, car pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas connu cela en tant qu'enfants. Toutes les familles n'ont pas eu la capacité de sécuriser les enfants compte tenu de nombreux facteurs, des facteurs sociaux, d'équilibre psycho-affectif, de repères, d'amour, etc., de décès, de démission, d'abandon, voilà, d'inceste. Voilà. À ses parents, eux-mêmes en proie à l'insécurité, il est difficile de sécuriser ses propres enfants. Mais cela n'est pas une fatalité, car quand on est guidé par ces principes, on arrive à s'en sortir plus ou moins bien. Pour cela, il faut être tenace et en même temps accepter de revenir à soi et ne pas confondre les différentes histoires. Vous avez la vôtre avec ses failles, voire ses traumatismes, et puis il y a l'histoire de l'enfant qui est différente de votre histoire. Les erreurs, nous en ferons tous. Nous en faisons tous. Nos enfants, eux aussi, résistent à tout ce qui devient contraignant. Car le cerveau qui se construit lui aussi n'intègre pas aisément ce qui est déplaisant. L'enfant vit sur le principe du plaisir. Il y a une problématique qui est clairement posée à tous les parents. Ce sont les écrans, avec le risque d'en abuser et de nous perturber. Quand on s'imagine que certains enfants passent toute une journée fixés sur un écran, d'autres dans leur chambre, quand on croit qu'ils dorment, sont devant un écran. Trop, c'est trop. On ne peut pas ne pas leur mettre de limites à l'utilisation de ces inventions qui sont pourtant intéressantes. Très tôt, il y a une impérieuse nécessité de poser la règle. Il n'y a pas besoin de portable la nuit dans la chambre. Ce n'est pas une nécessité. Il n'y a pas un besoin qui correspond à cela. Donc il faut poser la règle. Mais ça, c'est d'entrée de jeu. Et constatez bien, chers parents, que les enfants de plus en plus jeunes s'intéressent à ce petit outil que nous portons à l'oreille. Je vous dis même bébé, l'enfant. L'enfant est déjà sensibilisé à ces appareils. Donc vous pensez bien que plus grand dans leur processus de développement, ils voudront posséder. Voilà. De même que l'heure d'aller se coucher, ce sont des règles. L'enfant a besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit. Bien, à 20 heures, les petits doivent être au lit.
jusqu'à l'entrée au collège. Ensuite, 21h pour les collégiens. Un peu plus tard pour les lycéens, puisqu'ils ont des devoirs souvent à remettre. Donc, voilà. Pour atteindre cet objectif, cela commence très tôt. Et en prenant garde nous-mêmes à notre consommation d'écran. Parce qu'il faut qu'on revienne à soi aussi. Hein. Car n'oublions pas, l'enfant n'existe que parce qu'il a des parents qui sont pour eux des guides et des repères irremplaçables. Si vous voulez des explications, on reviendra dessus. C'est fort quand on dit que l'enfant n'existe que parce qu'il a des parents. Quand ça se passe mal, le cadre et les limites deviennent des punitions. Et souvent j'entends ça. On punit. Alors la punition est-elle un bon moyen de faire respecter le cadre et les limites? Non. Parce qu'elle va ouvrir la voie à ce qu'on appelle la transgression. C'est-à-dire que l'enfant et l'ado vont chercher à contourner la règle à leur profit, en recourant à la ruse, au mensonge, à la dissimulation. Tout de même, il y a un aspect positif qu'il faut pointer. C'est que l'enfant sait qu'il existe une règle. Il sait ça. Et c'est sur cela qu'il va falloir insister pour asseoir une gestion du différent que l'on a avec lui. Or, généralement, souvent, on part dans des jugements en qualifiant non pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Et c'est ainsi qu'on va le traiter de tous les noms. Regardez bien autour de vous. Et dans la vie courante, vous avez un différend avec quelqu'un, il commence par vous juger. Vous êtes une fois en sortant de chez moi, il y a une dame qui arrive à 200 à l'heure. Je freine. Et je la laisse passer. Mais comme elle est gênée, elle veut que je passe. Alors je dis, mais non, allez-y. Vous savez ce que la dame m'a dit? Ça revient nec douillé. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Et ça, ça fait partie de nous. Il faut appeler un chat un chat. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans le déni. Il faut appeler un chat. Ou ceci, ou cela, etc. Voilà. On parle dans des jugements qualifiés non pas ce qu'il fait, je répète, mais ce qu'il est. Et c'est ainsi qu'on va le traiter de tous les noms. Cela revient à le dévaloriser, voire à l'humilier. Cette gestion est complètement inappropriée. D'autant qu'elle va nous pousser à bout, éprouver fortement nos sentiments, quitte à envenimer la relation elle-même à nos enfants. Et là, la difficulté devient un vrai problème. On passe d'une difficulté à un problème. Attends une seconde. N'oubliez pas de couper vos micros, s'il vous plaît, pendant la conférence et après pour les réactiver. Merci. La règle en la matière est de préserver comme la prunelle de nos yeux la relation en désapprouvant et marquer son désaccord face au fait qui est posé, mais tenir compte de ce que sont nos enfants. Distinguer ce qu'il fait de ce qu'il est. C'est essentiel, car un des objectifs que nous avons avec nos enfants,
c'est de leur permettre de construire, de se construire et de construire une bonne estime d'eux-mêmes. C'est la condition du développement, de sorte qu'ils soient épanouis. Or, même dans la difficulté, il s'agit de ne pas les perdre, de ne pas perdre la relation, de ne pas envenimer les choses. Et c'est souvent ce qui arrive. Or, même dans la difficulté, et on va sanctionner une entorse à la règle, à la condition que cette règle soit clairement énoncée. Mais si la règle n'a pas été énoncée, est-ce que vous voyez? Voilà, c'est comme en écrivant cela, ça me fait penser à toi qui a aimé beaucoup le foot, Max. L'arbitre, il sanctionne, mais en fonction de la règle, et tu la connais, la règle. Et il vous le dit. Il te dit que là, tu as commis une faute, parce que tu as agressé l'adversaire, parce que tu n'as pas joué le ballon, tu lui as donné un coq en jambe, et qu'il sanctionne. Mais il sanctionne, la sanction est proportionnelle à l'acte. Est-ce que vous voyez? Donc on peut sanctionner à la condition que cette règle soit énoncée. Mais si vous n'avez pas énoncé une règle, ça devient une punition. Et c'est ce que j'entends autour de moi à longueur de journée. Donc la meilleure alternative à tout cela, bien entendu, c'est la prévention. Il faut prévoir, hein. Parce que quand je discute avec certaines personnes, je leur dis, mais oui, mais il y a une chose dont on n'a pas tenu compte, c'est qu'on n'était pas préparé à plein de choses. Hein. Dans le désir d'enfant, parce que ça existe, le désir d'enfant. On a des fantasmes, on veut avoir des enfants, etc., etc. Puis quand on les a, on se rend compte que ça n'est pas si simple. Ça n'est pas simple. Voilà, que c'est même très compliqué. Tout ce qu'on vient d'évoquer prend tout son sens quand les parents que nous sommes, donc les adultes qui entourent les enfants et les adolescents, de même que les jeunes, ont une claire conscience de notre mission auprès d'eux. Mission qui s'appuie sur deux piliers. D'une part, la responsabilité que nous avons vis-à-vis d'eux. D'autre part, une autorité partagée entre père et mère. Au-delà de ces règles, qui souvent ne sont pas respectées, il n'y a qu'à voir le taux. Vous voyez, d'ailleurs, un seul indice, c'est le nombre croissant de familles monoparentales, où tout s'appuie, tout repose sur une personne, et généralement la maman. Il y a un troisième pilier qui, de mon point de vue, n'est pas négociable. Là, je m'adresse aux parents. C'est la bienveillance. Quand on fait des enfants, il y a une manière de souhaiter la bienvenue à nos enfants. Et il y a une manière d'être avec nos enfants. Voilà. Elle nous permet en effet de mesurer, d'amplifier notre perception de nous-mêmes et de l'enfant. Parce que n'oublions pas que dans ces processus-là, on apprend en même temps que l'enfant. On ne n'est pas parent, on le devient. On devient parent et on apprend en même temps que l'enfant. Voilà. Donc, ce qu'on peut reprocher à un enfant, on peut se le reprocher à soi-même. Hein. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de reproche à se faire. On fait des erreurs, c'est inévitable. Et on se reprend. Voilà.
l'enfant ne peut être vu, perçu comme un adulte en miniature. C'est une personne qui n'existe que parce qu'elle a des parents ou encore des substituts parentaux. Sinon, l'enfant est perdu dans l'existence. Pourquoi parle-t-on autant de santé mentale des jeunes aujourd'hui? Et qui se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on parle de dépression chez les enfants, ce qu'on ne connaissait pas avant, ou autre maladie psychique, parce que l'enfant est perdu dans l'existence. Soi-même en tant qu'adulte, lorsqu'on est perdu dans l'existence, on ne sait pas où on a perdu ses repères. C'est la dépression qui s'offre à nous. Cet enfant a besoin de repères les plus stables possibles. Outre l'amour qu'on leur porte, qui a ce besoin fondamental d'être éduqué. C'est un besoin essentiel. C'est l'éducation qui structure l'enfant et qui fait de lui un humain. Car éduquer, c'est humaniser. Cela ne peut se faire que dans la bienveillance. Et non dans le rapport de force. Qu'est-ce qu'on peut obtenir dans le rapport de force? Soumission et obéissance. Est-ce que c'est ça l'objectif? Et j'ai vu ça de mes yeux. Je suis déjà entré dans des établissements scolaires, j'entends parler des adultes, et me dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? On a l'impression d'être à l'armée. Vous voyez, à l'armée, parce qu'à l'armée, c'est soumission et obéissance. On vous dit d'aller tuer quelqu'un, vous tuez quelqu'un. Sauf que j'ai des amis qui sont allés aux États-Unis il y a déjà un certain nombre d'années, qui ont rencontré des Antillais qui ont la nationalité américaine et qui ont fait la guerre du Vietnam. Ils sont tous en difficulté mentale. C'est ça remonte. Les gens qui font la guerre là, vous voyez maintenant, leur projet c'est quoi? C'est faire la guerre à travers des robots, parce qu'ils savent que aucun peuple du monde ne va accepter que ses enfants aillent mourir ou aillent vivre des choses. Voilà. Et des fois, je m'étonne que nos amis martiniquais, parce que maintenant il n'y a plus de génération de la guerre 14 ni la guerre 45, c'est fini. Lorsqu'on a fait la guerre en 45, on a 80 ans, donc c'est les derniers, quoi. Il y a 80 ans, ceux qui avaient 20 ans, aujourd'hui 100 ans, donc il n'y en a quasiment plus. Donc ceux qui ont fait la guerre, c'est la guerre d'Algérie, c'est la guerre du Vietnam. Voilà. Et la question que je leur pose, peut-on être fier d'avoir fait ces guerres-là? On se bat pour son statut, pour sa retraite. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas être fier d'avoir fait ces guerres-là. Parce que c'était des guerres coloniales. Et quand on sait l'héritage que justement la colonisation nous a laissé, on ne peut pas être fier de ça. Voilà. C'est l'éducation qui structure. Ça c'est important. Vous voyez, je rabâche ça. C'est pour montrer que c'est l'essentiel. Alors, bien sûr, on va dire oui, mais non, monsieur, c'est d'abord l'amour, il faut. Moi, je pense que 99,9% des gens aiment leurs enfants. Ceux qui n'aiment pas les enfants, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes connu ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai travaillé à Rivière-Laure, puis à La Rouche. J'ai rencontré des enfants une jeune fille. La maman, c'était une jeune. Elle a eu un enfant. Elle l'a mis dans une boîte à chaussures, et puis il a dit à la rivière. Heureusement, moi, bête là, quand descendre, il allait, il continue maman là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais enfin, bon.
Il n'est pas question pour nous d'accepter ça. C'est le meilleur moyen, justement, si on cherche à faire de nos enfants des soumis et qui sont dans l'obéissance, le meilleur moyen de faire d'eux des révoltés qui agissent sur le coup des pulsions et qui s'abreuvent de produits de toutes sortes pour trouver un apaisement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous savez, comme vous, je regarde des émissions, j'écoute les gens, mais je me dis, le jour où on aura des gens qui vont au fond, qui vont chercher le fond du fond des problèmes que notre société a, ça passera par là, par cette remise en question de l'éducation que nous avons héritée de nos parents et qui s'est déroulée dans un contexte particulier de survie des uns et des autres. Parce que essayez de vous imaginer, au lendemain de mai 48, vous étiez à la rue, quand vous vouliez pas aller retourner chez le colon travailler, qu'est-ce que vous étiez à la rue? Est-ce que vous voyez? Donc, vous étiez dans un mode survie. Il fallait prendre 3 cartons, 2 feuilles de tôle et puis construire un petit abri. Vous comprenez? Et ça a donné naissance au quartier qu'on connaît. Tous ces quartiers, voilà, périphériques de Fort-de-France. Alors, toutes ces choses-là, tous ces comportements, nous savons aujourd'hui que c'est une voie de garage qui est sans issue et ne peut conduire à un quelconque épanouissement. Voilà. Moi, ça me fait de la peine chaque fois que j'entre à Fond-la-Haye et que je passe devant la boutique, je vois, elle me dit, vous voyez, une jeunesse qui a les ailes brisées et que, en fait, c'est de la souffrance à l'état pur. Hein. C'est de la souffrance à l'état pur. Derrière les rires, les machins, etc., c'est du faux semblant. C'est pas ça qu'on doit rechercher. Voilà, ça s'appelle souffrance. Voilà. Pour conclure, je dirais que l'enfant, c'est le petit de l'homme. Et comme tous les mammifères, toutes les espèces qui se reproduisent, eh bien, notre petit, il a aussi besoin d'être protégé. Regardez les oiseaux, ils protègent leurs petits. Donc, face à l'élan naturel qu'ils portent dans leur ADN, s'inscrit dans l'ADN des enfants. L'exploration, vous voyez, que constitue sa faculté à explorer. Mais il a besoin de limites, sinon il risque de se casser la figure et de se mettre en danger. C'est une façon que nous avons pour les protéger des prédateurs et de tous les affres d'une société qui ne veulent pas. Hein. La société ne nous fait pas de cadeaux. Hein. Donc ça veut dire que si, dès le berceau, on n'est pas conscient de ça, et qu'on s'équipe sur le plan émotionnel et sensoriel pour savoir que le petit qui arrive, notre premier réflexe c'est de le protéger, justement en lui mettant des limites, en lui verbalisant des règles, en les énonçant des règles. Voilà. Ben, c'est toutes ces choses qui peuvent contrarier leur développement. Voilà. Ben, j'ai terminé. Donc, je remercie M. Maria pour son exposé. Donc, la parole est ouverte, elle est à vous. Donc, vous pouvez réactiver vos micros, poser les questions. Donc, le débat est lancé. Il n'y a pas de souci. Toute question, toute remarque, on est preneur. Donc, voilà. Asseyez-vous. Bon, vous allez prendre les questions, c'est pas grave. Vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de souci.
Donc, je sais que la première question est toujours difficile, mais le débat est ouvert. N'hésitez pas à vous lancer. Approche-toi. Approche-toi. Non, c'est le guide, effectivement. C'est vrai que quand tu parlais de soumission, j'ai un ami en face de moi qui a subi ça effectivement à un moment donné, il s'est révolté. Mais c'est vrai effectivement que j'ai connu des amis jeunes qui étaient vraiment avec des parents violents. Et puis à 14-15 ans, pas venir costaud. Et puis à ce moment-là, tu te rebelles. Et il y a eu des moments, j'ai un ami de Saint-Louis effectivement, il m'a dit papa est un peu proche. Et puis pendant une semaine, il s'est caché dans les bois parce qu'il a cru que son père était mort. Donc la soumission, l'obéissance, c'est pas ça effectivement la question. Alors comme disait moi quand on était un des termes effectivement, éduquer c'est humaniser. C'est le premier terme que j'aime beaucoup. La verbalisation, énoncer les règles. Ça aussi effectivement, ça, il faut le dire, etc. La bienveillance. La bienveillance. Et quand c'est bien fait, il y a toujours des difficultés. Hein, parce que comme dirait l'autre, il n'y a pas de ménage sans nuage. Mais le fait d'énoncer les règles, de préparer effectivement, c'est que le plus important effectivement, et c'est ça que depuis quelques années avec mon ami Marc-Antoine, nous essayons de faire, on ne l'est pas parents, on le devient. Et c'est un apprentissage. Et c'est pas facile. On a fait le premier, on dit bon, on a fait le premier, le deuxième est différent du premier, et le troisième aussi. Donc c'est pour ça que j'appelle tous les parents à venir participer de manière régulière aux rencontres effectivement qui se font, où on peut échanger, parler, bocanter, etc. Parce que c'est comme ça que nous allons faire ce qu'on appelle effectivement une introspection, de voir comment on était, les choses que nous avons qui n'étaient pas bonnes pour se corriger, pour permettre effectivement à nos enfants de grandir dans un climat intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc pour ceux qui étaient via Zoom, si vous avez des questions, des remarques, donc si vous êtes timide, vous pouvez écrire, je vais retranscrire ce que vous dites, mais comme je vous ai dit, la parole est libre et chacun peut s'exprimer librement. Je veux bien prendre la parole si possible. Je me mets là. Oui, parce que comme il y en a qui sont Zoom, ouais, pas de micro. Oui. Et toi, on peut te voir quand même. Ouais. Là, d'accord. Juste derrière. On vous a suivi par Zoom, du coup, avant de venir, on a pris le temps de venir. Je suis éducateur sportif et je me suis spécialisé dans la petite enfance, donc les jeunes enfants. Donc, je travaille avec les familles, justement, à l'éveil émotionnel et moteur. Donc, du coup, ce que vous me dites me parle beaucoup. C'est mon fond de travail. Et du coup, j'ai plusieurs petits axes de réflexion que j'aimerais proposer. En plus de ce que vous avez déjà bien sûr présenté, qui était déjà très complet, qui a parlé beaucoup de choses de colonisation aussi, donc c'est intéressant aussi de parler de la colonisation. D'abord, dans ce que je peux voir dans les parents qui viennent me voir, c'est qu'il y a beaucoup de pression. Les parents se mettent énormément de pression pour être de bons parents, pour être bien vus des autres. Et ce que je perçois, c'est qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent pour pouvoir guider les parents, des structures fédérales et autres, de l'État, je veux dire, mais la pression est tellement forte que finalement, il faudrait penser à un ton, à une façon d'amener les parents à la réflexion qui va les enjoindre à être telle ou telle façon. Je crois qu'il y a vraiment une grande angoisse chez les parents de ne pas être bien vus, d'être critiqués, de ne mal faire pour les enfants. Et ça, c'est la première observation que je peux avoir sur les familles qui viennent me voir. Il y a un désir très important de bien faire, très fort, mais beaucoup d'incertitudes. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'éducation à la parentalité. Et il y a ce terme en particulier, éducation, parce qu'on parle d'éducation, à la parentalité, à ce rôle d'éducateur finalement, qui n'est pas forcément évident. Et du coup, ça mène à la deuxième idée, il y en a que 4, je l'arrête après. Deuxième idée, justement, être parent c'est du boulot et c'est un métier. Ce que je vois dans les familles qui viennent me voir, c'est qu'être parent c'est vraiment un métier qui n'est pas appris et qui peut-être, pour lequel justement, dans notre histoire coloniale, dans notre histoire particulière, on est peut-être un peu défavorisé. On est peut-être moins bien armé que peut-être d'autres populations du monde pour pouvoir appréhender la parentalité parce qu'on a une histoire qui est particulière, qui n'est pas encore assumée et dont les conséquences ne sont pas encore complètement mises en lumière finalement. Donc on vit les choses, on fait par mimétisme, comme nos parents ont fait, sans se rendre compte, sans se poser la question du pourquoi.
Et ce pourquoi, il est super important. Quand on, vous pouvez faire l'expérience sur ce que vous avez fait, votre expérience de parents ou les parents autour de vous. Le pourquoi. Est-ce que vous êtes sûr de savoir pourquoi vous avez posé certains interdits ou autorisé certaines choses? Quand on est parent, on le fait très beaucoup. On dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Même entre nous, on a des règles, on a des schémas. Et on fonctionne dans le canal qu'on a tracé pour nous. Mais on se pose rarement la question du pourquoi. Et dans l'éducation, quand j'ai commencé, avant même d'avoir ce travail avec les petits, dans mon travail de professeur de judo, parce que c'est mon papa, professeur de judo, j'ai commencé comme ça, je me suis rendu compte que les enfants me posaient des questions dont je n'avais pas la réponse. Parce que je ne savais pas pourquoi. Je ne m'étais pas posé la question de pourquoi on fait ça comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le sens? Et quand on remonte le fil, on se rend compte qu'il y a plein de pourquoi qui n'ont pas de réponse. Et qu'il y a des voies beaucoup plus simples et plus saines finalement. Dans l'éducation, dans l'accompagnement, dans les relations, dans plein de choses. Donc le pourquoi, il est super important et c'est une démarche de revenir à ça et de se poser la question du pourquoi. Donc je résume, donc il y avait le pourquoi, je veux en parler beaucoup parce que c'est quelque chose d'important. Je pense que chacun pourra voir et tester avec ses pauvres enfants, avec son quotidien. L'héritage colonial dont il faudrait prendre une journée pour en parler, mais voilà, c'est clair que les schémas parentaux qui sont les nôtres ne sont pas sortis de nulle part. Hein. Ils ont été brisés, reconstruits à des fins, et aujourd'hui, ça donne une espèce de version qui s'adapte par rapport à l'environnement, aux enjeux et à la vie, et au téléphone, aux écrans. Il y a plein de choses qui font que le parent d'aujourd'hui, il est un morceau de plein de choses. Et le dernier point, justement, famille monoparentale. Il y a deux points importants dans cet aspect-là, et un point qui est très délicat. Le premier, famille monoparentale, effectivement, beaucoup de familles, un seul parent, souvent une maman, souvent, d'accord? C'est une charge de travail énorme, c'est une charge de travail impensable, qui était peut-être acceptable et faisable à une époque où les femmes étaient moins actives socialement, passionnellement, professionnellement, mais aujourd'hui elles sont indépendantes davantage, elles ont des rôles plus importants. On ne peut pas envisager d'être dans ce rôle professionnel aussi important et avoir cette charge à côté. Et ça fait des personnes qui sont vraiment en surcharge, à longueur d'année. Et finalement, des situations éducatives qu'on ne peut pas maîtriser parce qu'il y a un seul parent qui doit tout porter. Et à ce niveau-là, je salue beaucoup les mamans que je peux rencontrer parce que c'est des mamans courage qui font énormément au-delà de ce que moi je pense pouvoir faire en tant qu'adulte. Ça, c'est un point. Et le dernier point, je me suis beaucoup parlé, le dernier point, ah oui, un point très important, mais si on parle de famille monoparentale, on parle aussi de séparation. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a des enjeux émotionnels parfois dans les séparations qui viennent induire sur l'éducation, le sens qu'on va donner, la posture. Et quand on parle de l'enfant roi, parce qu'on revient sur l'enfant roi, l'hériture, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là, c'est un peu délicat, mais en tout cas, les séparations du foyer, du couple, de l'équilibre fondamental parental, créent des enjeux, créent des situations émotionnelles et qui poussent les enfants dans un rôle dans un espace moins sécurisé finalement, où on leur demande de prendre parti, on leur demande de préférer un parent, où ils reçoivent parfois des cadeaux en double, des choses comme ça qui sont un peu litigieuses, qui sont particulières et qui brisent ce cadre, et qui du moins qui le changent. Et je crois qu'il faut intégrer la réflexion dans ce contexte-là. On a un contexte, on a non seulement des familles monoparentales, mais aussi des familles monoparentales avec des enjeux émotionnels forts qu'il faut prendre en compte pour pouvoir guider les parents lorsqu'ils doivent faire avancer un enfant dans quelque chose de plus équilibré sur un plan émotionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Donc, merci, très beau témoignage. Donc, comme je vous disais, pour les parents qui sont connectés via Zoom, vous pouvez prendre la parole ou écrire. Pas de souci, le débat est ouvert. Madame, vous n'avez pas une question? Vous pouvez juste venir pour s'entendre, s'il vous plaît. Oui, il y a des gens qui sont connectés, c'est pour ça, oui. Bonsoir à tous, moi je suis maman de deux filles, voilà. 8 et 9 ans. Voilà, et donc, je n'ai pas forcément de questions, c'est plutôt un témoignage. Donc, comme je rejoins monsieur, on se met beaucoup de pression parfois à faire bien les choses. Et en se mettant tellement de pression... Si vous ne parlez pas, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Reb.
Allez-y, allez-y. Oui, donc en se mettant autant de pression, parfois la communication ne passe pas avec l'enfant. Parce que nous, en tant que parents, on est très dans le il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut. Et en fait, on n'entend pas l'enfant, en fait, son niveau d'enfant. S'il a besoin de lien, de jeu, de connexion, la communication parfois est un peu rompue à ce niveau-là. Et puis, je dirais, en tout cas en tant que parent, la pression le travail prend beaucoup de place. Voilà. La pression du travail, rapporter de l'argent, etc. Parfois, ça prend 60 à 80% des préoccupations du foyer, enfin du couple, par rapport à l'éducation. Au-delà, il y a aussi peut-être le passé colonial, etc. Mais mon ressenti, c'est vraiment la pression au travail. Et il n'y a pas, en fait, il faudrait limite un sas avant de rentrer chez soi pour relâcher la pression, décompresser, rentrer, libérer de tout ça pour endosser son rôle de parent, d'accompagner son enfant, etc. C'est l'objectif des échanges. Hein. Merci beaucoup. Je fais un exposé introductif pour préciser un certain nombre de concepts, mais c'est vous qui faites les échanges. C'est-à-dire à travers vos expériences, vous vous enrichissez mutuellement. Est-ce que voilà, c'est ça le but. Bien, donc je vois qu'il y a de la réflexion, je vois qu'il y a des interrogations, il y a même déjà vous avancez. Alors c'est vrai que avoir des enfants, ça n'est pas, si vous voulez, certes c'est une partie de plaisir, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Vous voyez, moi je suis parrain d'un adulte aujourd'hui qui habite près de chez toi, près de chez les parents, qui est au crack et qui vit dans la rue. Alors quand on le voit, on ne s'imagine pas à quel point les parents souffrent. Et pourtant, quand il était petit, c'était la grande satisfaction de toute la famille. C'était un monsieur brillant, un enfant brillant, puis un étudiant brillant. Vous comprenez? Mais du jour où il a voulu fumer avec ses copains, il n'était même pas au crack, mais ça a déclenché chez lui. Parce que le cerveau n'était pas en mesure justement d'accepter cela. Voilà. En recherchant cet apaisement, mais il s'est fait beaucoup de mal. Est-ce que vous voyez? Voilà. Peut-être que la pression parentale s'exerce et que l'enfant ressent tellement fort que ça devient une pression pour lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc on va de pression en pression. Voilà. Et on vit, on est sous pression. Voilà. Là où il faut trouver des sas. Et bien, la dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé de quelque chose que j'ai vu de mes yeux sur la place de Chelcher, là, à côté de nous. Là. À la sortie de l'école, j'ai vu des parents débarquer directement sur la place, avec trottinette et vélo, et les enfants qui s'éclataient comme des... Vous comprenez? Mais c'est ça, c'est de décompression. C'est-à-dire qu'avant de rentrer à la maison, on commence par se décharger. Parce que tout ce qui est contraignant crée de l'insécurité et crée du déplaisir. Puisque l'enfant est programmé pour... C'est le plaisir qui le motive. Or, quand il n'y a pas de plaisir, vous comprenez? Parce qu'il faut s'asseoir du matin jusqu'à l'après-midi. Quand on est à la cantine, c'est partout, on est c'est une pression constante. Vous comprenez? Et j'ai vu ça de mes yeux, que j'ai partagé avec vous, en disant aux parents, voilà, voilà une expérience intéressante. Voilà. Et ça, on a cette chance de pouvoir le faire chez nous. Je vous donne un deuxième exemple. J'ai connu un couple de magistrats. Ils habitaient Terreville.
La dame me disait, bon, c'est vieux, ils sont partis il y a près de 10 ans maintenant, ils ont quitté la Martinique. La dame m'a dit un jour, monsieur, mon mari passe son temps à travailler, le travail du tribunal, il l'emmène à la maison. Eh bien, sachez une chose, hein, chaque matin, je pars de chez moi et je vais nager à Cheltier. Chaque matin. Voilà, parce que je ne me mets pas la pression du travail sur les épaules. Voilà, donc pendant que je suis de passage, je profite. Voilà. Et ça, il faut dire ça aux gens. Il faut que nous occupions les lieux, voilà, qu'on en fasse quelque chose. Vous voyez, pour s'amener du bien-être, du bonheur et de la satisfaction, justement pour décompresser. Voilà. Et c'est ce que vous dites là me renvoie à l'expérience que j'ai vécue à l'école. Quand j'ai entendu les adultes parler aux enfants, ils me disent, mais de quoi je suis là? On crée un rapport de force, comme pour soumettre les enfants à une discipline. Mais la discipline, ça s'acquiert dans l'éducation, justement. C'est un des objectifs. C'est apprendre à l'enfant à se discipliner. Et ça devient de l'autodiscipline. Vous comprenez? Mais il faut être clair. Tu joues au foot. Tu as un match le dimanche matin. Mais il faut énoncer, verbaliser les choses. Il faut lui dire. Alors, je te propose de prendre de l'avance sur ton travail de classe, parce que ce n'est pas après avoir joué un match sous le soleil chaud du dimanche matin que tu vas te mettre au travail le dimanche après-midi. Donc, prends de l'avance. Discipline-toi. C'est un des buts de l'éducation sportive, entre autres. C'est d'arriver à s'auto-discipliner. Voilà. Donc, c'est tout ça. Quand on parle d'humaniser, c'est tout ça. C'est faire en sorte qu'on ait au bout un humain qui sache prendre les meilleures décisions pour lui. Vous comprenez? Et de manière à pouvoir s'épanouir le plus que possible. Et justement, rompre avec un scénario. C'est comme ça qu'on appelle ça en psychologie. Un scénario qui consiste à répéter des choses de générations, de nombreuses générations du passé, là où il faut justement y mettre un terme. Voilà. Donc en psychologie, il y a ce qu'on appelle, les Belges ont mis au point, ce qu'on appelle une évaluation clinique, justement qui parle de 3 générations. Les grands-parents, les parents et l'enfant. L'objectif, c'est quoi? Justement, c'est d'identifier les messages négatifs, ce qui vient parasiter justement l'évolution de l'enfant et qu'il porte sur ses épaules. Mais il faut qu'il se débarrasse de ça. C'est pas son histoire, ça. C'est l'histoire de ses grands-parents et de ses parents. Lui, il vit un contexte particulier. Voilà. Et pour tous les adultes, se pose de génération en génération la question de leur adaptation à la vie. Comment on s'adapte à cette vie-là? Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est très bien d'échanger et je trouve que c'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Moi, je veux bien qu'on vocifère, qu'on porte en l'air des gens que l'on mette en place, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous pouvons construire ensemble, nous. Et ça, c'est nous avec nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et sans comment dire ça, il y a une expression, voilà, on se regarde en face. Parce qu'il faut se regarder en face. Voilà. Une question. Oui, vas-y. Ça fait
Comme tu peux t'approcher. Oui, c'est pour. C'est pour que tu s'entendes, pas de souci. Puisque on est relativement d'accord sur les constats, sur les choses, effectivement. D'après vous, d'après votre expérience, qu'est-ce qui pourrait aider, puisqu'on en parle, on en parle là, qu'est-ce qui pourrait aider à ce travail d'accompagnement des parents? Parce qu'on a des problématiques, on a des situations, on a des choses, on a beaucoup de bonne volonté, on a de la pression, on a des choses qui existent. Qu'est-ce qui pourrait aider? On parlait de sas de décompression. Or, je sais que le sas de décompression, c'est bien pour les enfants, mais il faudrait qu'il y ait en même temps un sas de décompression pour les parents avant qu'ils rentrent dans leur rôle parental à la maison. Donc, c'est bien que vous allez courir les enfants, mais il faut que les parents puissent décompresser pour pouvoir après enchaîner. Donc voilà, il y a une réalité. Qu'est-ce qui, d'après votre expérience que vous avez pu voir, qu'est-ce qui, d'après vous, serait une bonne idée qui n'existe pas encore, qui pourrait vraiment aider les parents à rentrer dans ce rôle parental avec tous les paramètres qui sont les leurs? C'est une question difficile. Non, Ça va? on est en train de réfléchir. Moi, j'ai des exemples. J'ai des exemples. Et tes parents ont des exemples de comment ça se gérait à l'époque. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on fait cette espèce de bond en arrière pour revenir à des choses? Vous savez, même en haut lieu, on revient à des choses. Parce qu'il y avait là des choses positives qu'on a gommées comme si elles n'avaient pas existé. Eh bien, je prends un exemple. Le quartier. Le quartier ne vit plus. Les gens vivent de manière individualiste et égoïste. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut même pas dire à un enfant rentre chez toi ou ne vois pas de pierre sur la voiture du monsieur qui passe, etc., sans se faire insulter ni agresser. Eh bien, il y a un temps, ça n'existait pas. Il y a un temps, l'enfant, c'était l'enfant du quartier. Et les parents n'avaient pas besoin de sas pour décompresser, parce que ça se faisait naturellement. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, il faut trouver des formules. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cherche ensemble des formules, justement, pour qu'on puisse gérer ces situations compliquées. Je suis d'accord. Voilà, j'ai reçu un appel là d'une petite amie stagiaire, que j'ai connue stagiaire, qui fait appel à nous parce que on est seuls dans une maison, on est tous les deux à la retraite. Elle a sa préadolescente de 11 ans, comme ça les enfants se développent beaucoup. Elle nous appelle parce qu'elle a besoin de nous pour aller chercher la gamine. Parce qu'il n'y aura pas de classe vendredi plutôt que de rester devant l'école. Voilà, donc récupérer l'enfant, la faire venir à la maison. Voilà, elle restera là avec nous. Elle fera son travail de classe ou elle fera ce qu'elle fera, peu importe. Mais elle est protégée. Le maître mot, c'est ça. Protéger. Protéger nos enfants. Voilà, parce que tous ces enfants qui dérapent et qui dérivent, c'est par manque de protection. Est-ce que vous voyez? Or, c'est inscrit chez les mammifères, c'est instinctif. Chez les animaux, c'est un instinct. Est-ce que vous voyez? Quel que soit, vous prenez tous les animaux, il y a un temps où, des fois même les deux, d'ailleurs j'ai compris pourquoi l'expression tourterelle, parce que j'ai observé les tourterelles, comment ils font. Voilà, ils sont dans un partage incessant. Ils vivent en couple. Voilà. Quand la femelle va chercher à manger, le mâle couvre. Quand la femelle revient, vous voyez, voilà, il y a une harmonie dans la nature. Or, qu'est-ce qu'on a cherché? Qu'est-ce que le système a cherché à faire? C'est nous couper de la nature. C'est de nous couper de la nature. C'est d'introduire des éléments parasites, justement, qui ont mis fin à des échanges qui étaient cordiaux
et bilatéraux où on s'entraidait, en prenant prétexte de technologie moderne, de ceci et de cela, et bien on va revenir à des choses simples et humaines. Parce que tout ça, c'est pas humain. Le robot n'est pas humain. Vous comprenez? On veut substituer l'humain en créant des robots, mais les robots, vous avez déjà vu ces films-là, des robots qui se rebellent contre ceux qui les créent. Parce que ça n'a rien d'humain. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire revenir à des choses simples. Voilà, il y a quelqu'un ici qui dit ça. Les choses simples d'abord. Sur ça, je parle. Non, sur ça, il a raison d'ailleurs. Il faut revenir à des choses simples. Voilà. Mais je peux revenir sur donc, en gros, l'éducation en communauté. Ça y est, un quartier, c'est une communauté. Vous voyez, Oui. créer des interconnexions. On va élargir l'espace de sécurité, que les enfants soient en sécurité dans leur quartier. Sécuriser les enfants. D'accord. Pourquoi ça n'existe plus? Parce que On a l'individualisme. mis des bâtiments, des cités, des bâtiments. Alors que le quartier avant était. Voilà. C'était le phénomène de la rue. Ce que j'observe, c'est que parfois, c'est les élèves d'une même classe, les parents s'organisent pour pouvoir créer des espaces. Ça existe, certainement, oui. C'est plus complexe. Donc, du coup, c'est délocalisé. Il y en a du Gaumont, il y en a de France, il y en a de Chefchia, on se rassemble à la place de Chefchia. Ouais. Par exemple, on recrée un petit peu ça, mais ça reste ponctuel. Il n'y a plus cette vie de quartier. Vous pensez que cette vie du quartier aurait contribué à créer un espace? C'est un élément régulateur des tensions qui existaient. Parce que les gens s'entendaient et étaient d'accord au moins sur quelque chose, c'est qu'il fallait préserver les enfants. Ça veut dire qu'il y a de la confiance. Voilà. Mais bien sûr, ça C'est une existait. confiance partagée et une autorité partagée. Voilà. Ouais. Quand j'étais petit, moi, c'est ça. J'ai dit, moi, avant, c'est moi qui t'ai parlé. Et tu vois, donc il y avait ce truc-là qui permettait effectivement aux jeunes pour le cadre. Est-ce que cette confiance existe toujours entre les parents? Entre les parents, ça dépend. Il y a des quartiers que j'ai connus, cette confiance a existé. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est-à-dire, Actuellement. il faut retisser, rebâtir les choses. C'est ça. Moi, j'ai en tête un truc, une image. Le jour de l'an. J'habitais le boulevard Sainte-Catherine. Le boulevard, c'est une grande rue qui monte jusqu'au lotissement Sainte-Catherine. Bon, il n'y avait pas encore de lotissement à l'époque. On passait de maison en maison, souhaiter la bonne année aux gens. Et on repartait tous, on était attendus, et on repartait tous avec un petit sachet qui avait des espèces de pralines aussi dures que le carreau qui est là. Mais enfin, c'était ça. Et puis quelque chose d'autre. Voilà. On nous orange ou une mandarine, on nous demandait avec orange, de conserver les Garder les graines, graines. de le porte-monnaie. Ouais. Et ça protège. On faisait ça. Et ben aujourd'hui, un 1er janvier, je suis chez moi. Je regarde bien, on compte. C'est ça le numéro. Je n'entends rien. Tu parles de partage, de. Ce qui manque, c'est des espaces de partage Voilà. de confiance. Tu as parlé de la place de Chefchia. Justement, notre prochain thème, ce sera sur le jeu. La part du jeu, en fait, pour montrer en fait que c'est important pour un enfant de jouer, de s'amuser. Oui. Parce que le thème, c'était l'enfant roi. Donc, un enfant qui, entre guillemets, devient un enfant roi, c'est un enfant, en fait, qui, entre guillemets, passe à tous ses caprices. Donc, après, il se sent tout puissant. Donc, le but, comme on a dit, c'est de mettre des limites, de faire un cadre. De dire, par exemple, quand il parle de foot, tu joues au foot le lendemain matin, il faut qu'à 21h, tu vas aller dormir. Il faut que le lendemain, tu te réveilles à 6h, donc il y a des règles à mettre. Et après, on va parler de jeu, dire en fait que le jeu est très important. En fait. Sans un enfant qui ne joue pas, en fait, ne s'épanouit pas. C'est structurant. Donc, c'était la transition pour vous dire que le prochain thème sera sur le jeu. Je vais vous envoyer l'invitation de manière. Donc, c'était pour faire une petite transition sur ça. En tout cas, en fait, vos réactions sont très enrichissantes. Donc, ce soir, personne n'a parlé via Zoom. J'espère quand même qu'ils ont aimé. Simple, hein. Voilà. J'ai envie de dire que c'est pas simple à faire. Parce que moi, mon aspiration, ça a existé par moments, épisodiquement, des salles pleines, avec des gens qui sont... Voilà, et il faut qu'on arrive à faire ça. Alors, maintenant, il y a ça, on est chez soi, je peux comprendre, parce que moi-même, pour arriver ici, pour passer tous les ronds-points qu'on nous a construits, on nous a
on nous a balancé ça comme des espèces d'inventions extraordinaires, alors que c'est plus handicapant qu'autre chose. Vous comprenez? Parce qu'il y a trop de ronds-points les uns sur les autres. Et finalement, quand un rond-point est bouclé, tout est bloqué. Donc ça veut dire que les soi-disant scientifiques, ingénieurs, moi je n'ai pas vu ça en France. J'ai vu des passerelles, tiens, j'ai vu des toboggans, j'ai vu des passages souterrains, j'ai vu tout ça. Sauf qu'on est dans la colonie. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir ça. Il ne faut pas s'imaginer qu'on aura ça. Parce que le principe de la colonie, c'est justement rester dans la dépendance à sa métropole, voilà, qui se construit, qui a les plus beaux immeubles, les ponts les plus... Hein, on parle d'attractivité, souvent j'entends les parler d'attractivité. Ça me fait rire. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on reprend un langage, voilà, qui prend naissance à l'extérieur de notre pays, et puis on s'imagine que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et puis, avant de terminer, je veux aussi signifier que dans tous les quartiers de la Martinique, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a près de 1 millier de quartiers en Martinique. Dans chaque quartier, il y a une poche. Une poche. Une poche qui nous signifie qu'il y a un mal-être profond et que c'est le symptôme justement d'une société qui va mal. C'est ça le symptôme de la société qui va mal. Vous voyez? Sauf que comme d'habitude on juge ces gens-là, on machin, effectivement. Moi j'avais un médecin traitant qui était au Beaumont et j'allais le voir souvent. Et quand j'arrivais à Saint-Joseph, quand tu laisses Saint-Joseph, avant d'arriver au Beaumont, comment j'appelle ça? Chapelle Saint-Joseph? De 7h du matin à 22h le soir, vous avez des jeunes là, en dessous d'une boutique, ils font un petit abri, et puis voilà. Et dans tous les quartiers, on a vu ça à Plateau-Fofo. À Plateau-Fofo là, en plein milieu urbain, ça se reproduit. Et puis ça devient une plaque tournante, le vente de drogue, etc., etc. Voilà. Et il faut même faire attention le soir, parce que j'ai un ami qui était venu en vacances, sa belle-mère habitait cette rue. On l'a arrêté un soir pour lui demander où est-ce qu'il va. Ça dit, voilà, oui, c'est à nous. Vous voyez, comme des espèces de gens qui régressent, mais à un point, quoi, ne pas pouvoir, si vous voulez, envisager une pensée et un avenir au-delà de cette rue. Vous vous rendez compte à quel point la société va mal, quoi. Sauf que tout a l'apparence de bien pas marcher. Il y a un système qui prévaut. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans ce système-là. Même les politiques compris, ils gagnent bien leur vie entre mandat de sénateur, député, et président de CACEM, d'espace vice-président. Fait des choses invraisemblables. Il y a un ami qui a fait le calcul pour moi. Un ami qui habite le sud, le maire a été battu, il m'a dit, il vient de perdre plus de 4 000 euros là. Vous vous rendez compte? Ouais. Donc, je remercie M. Maria pour son exposé. J'espère que via Zoom, vous avez pu aimer. Donc, on va mettre un terme à la conférence en vous souhaitant une bonne soirée à tous. Non.